Merci beaucoup, deux intervenants incroyables. Le panégyrique que tu viens d'en faire est presque aussi incroyable que le mien que j'avais prévu, qui rappelait que c'était des inlassables voyageurs, des explorateurs des temps de la connaissance à travers une matière, le cerveau, qui intrigue autant qu'elle nous structure, qui nous habite depuis la nuit des temps et auquel on aimerait parler. Moi, chaque soir, en tout cas, elle me parle, j'ai du mal à la comprendre. Donc, dans mon imaginaire, en tout cas propre, elle m'inspire. Et puis, formidable journée, moi j'y suis depuis ce matin avec délice, où la Renaissance est revenue, mais quasi en filigrane. Peut-être que c'était le vrai titre par rapport à celui qui était prévu. Et c'est vrai que la Renaissance, moi je suis historien et prospectiviste, je voyage dans le temps, je vais dans le futur, et puis des fois aussi je vais dans le passé, parce qu'il y a quelques éléments qu'on a peut-être oubliés, qui serait bien de retrouver. Et la Renaissance fait partie de ces éléments. L'histoire, c'est un lieu de référence, pas un lieu de résidence, mais c'est vrai que la Renaissance, quand on s'y replonge, elle est intrigante. C'est un lieu de immense créativité et d'immense violence. La Renaissance, c'est Léonard de Vinci et la Saint-Barthélemy. La Renaissance, c'est un moment où la vision de des contemporains de la Renaissance, de nos ancêtres, change géométriquement, spatialement, avec ces caravelles qui vont au-delà de la mer Méditerranée. L'idée que la croissance infinie dans un monde fini puisse être advient à ce moment-là de la partie, puisqu'ils étendent leur réalité sur des continents, et pas n'importe lequel, puisque les Espagnols trouvent de l'or. Et là, profondément, ça nous structure encore, cette idée de croissance infinie dans un monde fini. Et puis, c'est l'anthropocentrisme, la redécouverte de l'antique, de Platon, de Protagoras, celui-même qui dit « l'homme mesure de toutes choses ». Et si on fit une analogie, notamment avec l'imprimerie, ce digital qui est peut-être l'imprimerie de notre siècle, l'imprimerie véhicule les idées nouvelles. Alors, petite analogie, aujourd'hui on doit faire en partie l'inverse. Dans notre topographie mentale, dans notre géométrie mentale, le monde fini est quelque chose qu'on doit acter, on doit faire avec, à somme constante de cette biosphère qui, elle, n'augmente pas en même temps que l'appétit qu'on en a. Et puis cet anthropocentrisme, peut-être qu'il est temps de le remettre en cause. L'anthropocentrisme, sans doute, mais certainement en symbiose avec la nature, celle qui nous a vu naître, celle qu'on a peut-être quittée, qui serait bien de retrouver. Et puis cette imprimerie, ce digital, cette robotique est peut-être celle qui va voir passer de civilisation. Vous savez, cette postmodernité, c'est un mot tampon qu'on aura trouvé le mot quand on l'aura construit. On en est à ce moment-là de la partie. Alors, j'ai des scientifiques avec moi, spécialistes du cerveau. Est-ce que dans ces grands moments de disruption de l'histoire de l'humanité, le cerveau est profondément transformé, ou c'est les représentations qu'on s'en fait? Vous pouvez le faire au fleuret, hein, si vous voulez. Ça dépend comment on définit le cerveau change. En grande partie, on peut dire que nos cerveaux ne sont pas si différents que des Homo sapiens de moins 40 000 avant Jésus-Christ. J'ai les noms de ceux qui sont vraiment pas très différents. Ouais, en tout cas, biologiquement, on n'a pas vraiment de données nécessaires et je ne pourrais pas m'avancer de façon tranchée à dire oui, les cerveaux ont beaucoup changé et tout ça, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire. C'est-à-dire, quand on y pense, tout ce dont on a parlé, c'est genre 500, 600 ans. Homo sapiens, c'est moins 100 000. Donc, c'est une seconde en gros. Et on est tout le temps dans cette... parce qu'on est un peu égocentré, pas égocentrique, égocentré. On pense plus à notre ère comme si elle est différente. Toutes les ères, on pensait qu'elles étaient différentes. La dernière fois qu'on s'est vu, on a discuté de Platon, de Socrate, qui se faisait beaucoup de soucis pour l'invention du papier, en disant que ça va abîmer notre cerveau et nos souvenirs et notre mémoire, et on ne va plus rien pouvoir mémoriser. Et donc je pense pas, j'ai pas de réponse tranchée parce que je n'ai pas la réponse. C'est qu'on sait son inquiétude grâce à l'écriture. Oui, on sait son inquiétude parce que quelqu'un l'a écrit. Ouais, c'est le paradoxe. Alors pour l'essentiel, non, le cerveau n'a pas changé depuis en effet quelques dizaines de milliers d'années, et nous n'avons pas de raison de penser que l'homme qui a été capable de peindre la magnificence de la grotte Chauvet, par exemple, de donner cette impression comme une étincelle dans les chocs des rhinocéros qui se cognent l'une à l'autre, cette impression de vitesse dans cette frise des chevaux. On n'a strictement aucune donnée pour imaginer que la créativité, l'aptitude intellectuelle en général de cet homme était inférieure à la nôtre. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui est important de comprendre pour l'évolution? C'est que le seul moteur de l'évolution, le seul, c'est l'aptitude à se reproduire. L'évolution conserve ce qui permet de donner un avantage à se reproduire.
Et de ce point de vue-là, certes, dans la nuit des temps, avoir une intelligence qui permet de faire des plans sur la comète et également de préparer à se tirer au mieux des pièges de l'avenir est un avantage sélectif. Mais ceci et cela étant dit, dans les temps modernes, non. On sait très bien que celui qui est le plus connecté n'est pas forcément celui qui va faire le plus d'enfants et qui va se reproduire avec le plus d'efficacité. Sauf sur Tinder. Donc, en revanche, Pascal a dit toute la suite des hommes depuis le cours de tant de siècles est comme un seul homme qui vit toujours et qui apprend continuellement. C'est-à-dire que ce cerveau, fondamentalement robuste et non modifié, sa culture, au contact, dès qu'il est né, au contact d'un ensemble qui, lui, progresse continuellement. Et c'est en cela que, après qu'il s'est acculturé, le cerveau, effectivement, est profondément imbibé de ce qui fait la société, et c'est le vôtre, cher monsieur. J'aimerais quand même qu'on ait des données chiffrées sur Tinder et sur la capacité à se reproduire quand on est connecté. Mais ça, on le saura aussi après 10 ans, après la pratique, voire on regardera ça d'un œil attendri en 2040. En filigrane de toute cette matinée, moi j'ai senti une ligne de crête entre l'effroi et l'enchantement par rapport à l'IA. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre perception de ça ? Alors, Heidegger, il disait la science ne pense pas et la technique ne pense pas vraiment. C'est des outils. Moi, j'ai l'impression que c'est à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, on passe par cette phase. Et on peut donner plein d'exemples, les ludites avec la machine à coudre, etc. etc. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Douglas Adams, qui a écrit un livre qui s'appelle The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. C'est un livre de science-fiction, et il dit on appelle technologie tout ce qui ne marche pas encore. Et je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est encore très récent. On ne sait pas encore si ça marche ou pas, on ne sait pas quoi en faire, et donc on se divise malheureusement en groupes polarisés, de gens qui disent « Ah, la technologie c'est mauvais » ou « Ah, la technologie c'est bien ». On est en train d'essayer de comprendre comment on va utiliser ces technologies. Il y a sûrement de mauvaises utilisations, il y a sûrement de bonnes façons de l'utiliser. On est dans une ère un peu de transition. Quand Douglas Adams dit la technologie, ce qu'on appelle ce qui ne marche pas encore, personne ne considère l'électricité comme de la technologie aujourd'hui. Mais à une époque, c'était la technologie la plus avancée. On se posait les mêmes questions. On se disait, il y a eu même une guerre très dure entre Edison et Tesla sur le courant alternatif et le courant continu. Je pense qu'on a mentionné aussi. Et c'est tout le temps un peu la même chose, c'est-à-dire une fois qu'on a répondu à cette question, ça sera déjà perméable et invisible et dans notre vie quotidienne. Et c'est à nous de décider de comment est-ce qu'on va utiliser ces outils, de faire face aux défis qui vont émerger à chaque fois qu'on a du progrès, et de décider en tant que société quel monde est-ce qu'on veut construire. Mais je ne pense pas que l'outil en tant que tel, on peut lui attribuer, je pense que c'est un peu de l'anthropomorphisme, lui attribuer des adjectifs moraux ou éthiques ou humains. Axel Kahn, vous aussi, pour vous, l'intelligence artificielle, et on parlera des différentes intelligences, mais l'artificielle, celle-là, c'est un tournevis neutre qui permet de construire autant que de tuer ? Non, il n'est pas neutre. Il est clairement pas neutre. Mais ni émoi, ni effroi, mais mobilisation. Il est bon que vous ayez parlé de l'outil, car notre rapport à l'intelligence artificielle se situe dans la longue histoire de notre rapport à l'outil. C'est notre rapport à l'outil que nous créons qui fait l'humain. Homo habilis, je ne sais pas s'il était vraiment humain, mais voilà, il était habile. Et en tout cas, il y a 2 millions d'années, l'homme fait des progrès dans le façonnage des outils. C'est lent, mais ça progresse. Et puis, on arrive à un moment donné aux avions à réaction, aux voitures et aux machines-outils. Et aujourd'hui, naturellement, pour ce qui est de l'outil qui démultiplie le pouvoir du corps, on est très impressionné. Par la vitesse de la voiture, on ne va pas vouloir aller aussi vite. On est très impressionné par l'habileté, la rapidité de la machine-outil. On ne va pas rétamer les casseroles aussi efficacement que la machine-outil qui en fabrique 10 000 toutes les heures. Avec les machines à penser, les outils à penser, le grand défi, car il y a un défi, le grand défi, c'est est-ce que nous ne serons pas également impressionnés par les performances de ces machines à penser au point qu'on leur déléguerait une partie de notre volonté de penser qui, elle, fait l'humain. Ça n'est pas notre course qui fait l'humain. Ça n'est pas notre habileté à fabriquer des casseroles qui fait l'humain. Ce qui fait l'humain, c'est notre habileté, notre volonté de penser. Et là
est le défi et la mobilisation. Il faut voir exactement ce qu'est une intelligence humaine, ce qu'est l'intelligence artificielle, et si on se pose la question comme cela, je crois alors que l'on peut relever le défi. Je suis d'accord, mais peut-être je ferai une petite nuance sur cette capacité à réfléchir, parce qu'on a déjà commencé à déléguer notre capacité de réfléchir, par exemple avec la calculette. On délègue la capacité de faire des calculs. Je ne vais pas faire 470 000 par 322 avec une feuille et un crayon. Donc je suis d'accord. Je suis d'accord. Hein. C'est important de réfléchir à quelle capacité est-ce qu'on délègue, comment, et d'en être conscient. Et je pense que c'est là où la pédagogie à la technologie est importante. C'est-à-dire quand on comprend que je suis en train de déléguer, par exemple, au lieu d'aller chercher dans une encyclopédie la définition d'un mot, je vais déléguer la recherche à, par exemple, un moteur de recherche, et que je suis conscient de ça, c'est là où on peut commencer à appréhender les défis qui vont émerger des différents outils qu'on est en train de développer, que ce soit des outils mécaniques, des outils mentaux, etc. Après, quand on parle de l'intelligence artificielle, et là c'est un peu différent parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle et il est important de séparer ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui est en grande partie basée sur ce qu'on appelle le machine learning, on n'est pas si différent de la calculette ou de ce qu'on a déjà. Après, l'intelligence artificielle dure, c'est un tout autre défi sur lequel je ne peux pas m'exprimer parce qu'on ne sait pas encore comment en faire. Donc, on est dans la prospective et probablement vous pouvez vous exprimer dessus mieux que moi. La prospective, c'est un immense prétexte à préparer l'avenir, hein, tu sais. Hein. Donc, ouais. Ce sera ce qu'on en fait. Hein. Donc là, on a un choix, justement, et c'est ça qui nous questionne et c'est ça qui nous interroge. Si j'entends bien, pour toi, l'intelligence artificielle et la technique, ça permet de faire un humain augmenté au service de sa volonté. On en avait parlé. C'est un peu comme J'ai du mal avec le mot augmenter. Il est augmenté de la même manière qu'une voiture nous permet d'augmenter l'humain qui se transporte. De sa vitesse. Ça réduit l'écart entre l'humain et l'accès à l'information. Si avant je voulais aller voir c'est quoi la capitale du Congo et je suis nul en géographie, je devais aller me déplacer à la librairie du village peut-être. Après je pouvais la voir dans mon atlas chez moi. Après je pouvais la voir sur ma tour, mon ordinateur qui est tour avec Encarta, pour ceux qui connaissaient l'encyclopédie Encarta, c'est il y a très très longtemps. Après il y a eu Internet et maintenant je peux demander à mon téléphone, ok Google, c'est quoi la capitale. Donc on est en train de réduire l'écart de l'accès à l'information. Mais c'est pas les seules intelligences artificielles qui existent. C'est-à-dire c'est important de rentrer dans le détail et dans la nuance, parce qu'il y a aussi des intelligences artificielles qui aident des chercheurs à trouver des virus. Et il y a d'autres intelligences artificielles qui développent des stratégies militaires. Donc, demander est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, de quoi est-ce qu'on parle? Il n'est pas du tout question de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est et ça sera. Exactement. Donc ce serait ridicule de se demander c'est bien ou c'est pas bien. C'est comme si vous me demandiez, Monsieur Kahn, est-ce que l'avenir c'est bien ou c'est pas bien? Eh ben, c'est ma question de fin. Le propos, j'ai écrit un bouquin avec Albert Jacquard qui porte ce titre. Le propos, c'est d'affirmer l'avenir n'est pas écrit. C'est-à-dire que l'avenir, ce sera un peu à nous de l'écrire, si on ose l'écrire, c'est-à-dire si on n'en délègue pas la tâche. C'est ça le problème. Il ne faut pas se payer de mots non plus. Aujourd'hui, ce dont on parle, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de l'ensemble qui est big data, stockage considérable, rapidité d'opération, algorithmes de plus en plus puissants, etc., etc. Donc ça, c'est déjà redoutablement performant. Dans ce domaine-là, les exemples sont nombreux où le massivement quantitatif l'emporte déjà sur le brillamment qualitatif, sur la subtilité. Les joueurs de Go, d'échecs, en sont quelques exemples, mais il y en a bien d'autres. Moi, je l'ai vécu dans ma recherche. Quand j'ai commencé à faire de la recherche, quand je clonais des gènes, c'est dur de cloner un gène. C'est comme une aiguille dans une meule de foin. Eh bien, c'était le plus intelligent, le plus subtil qui y arrivait. Maintenant, non. La machine, de toute façon, elle trie brin de foin par brin de foin. Et elle arrive à trouver le gène. Bêtement, connement, et bien plus rapidement que moi. Et donc, évidemment qu'il y a une vexation, qu'il y a un défi absolument considérable. Le principal défi pour l'avenir avec l'incertitude, le principal défi, c'est que depuis maintenant 5 ans, 10 ans, la modélisation de ces systèmes qui sont basés sur les réseaux neuronaux et qui sont traités à différents niveaux, qui est quelque chose qui évolue, montre que c'est encore sommaire, mais que ça marche. Et que ça marche de manière tout à fait étonnante. Et on ne sait pas là jusqu'où on arrivera. Et non seulement on ne sait pas jusqu'où on arrivera, mais dans ce qui est relativement classique, qui sont les systèmes d'apprentissage des formes, des visages ou autre chose.
Quand on demande à un système de ce type, avec quelques réseaux relativement sommaires sur 2 ou 3 niveaux, donc bien plus simple que ce qui se passe dans notre tête, quand on leur demande de reconnaître des visages et puis ensuite d'arriver à le repérer dans des ensembles extraordinairement complexes, la machine rapidement le sait. Bon, la machine, j'en ai rien à foutre. Et qu'on essaye de savoir comment elle s'y est prise, eh bien aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir exactement. Il y a un monde qui est extrêmement intéressant et celui dont on parlera. Merci pour le gong. Ouais. Donc 5 minutes, me semble-t-il. Merci la machine. Moi, j'ai une expérience de pensée à vous proposer. J'aimerais qu'on se projette, on est en 2050, on regarde en arrière, on regarde 2040, et j'aimerais que vous nous partagiez votre meilleur souvenir de 2040. Mon meilleur souvenir de 2040, c'est quand on a libéré l'accès à l'information et à la science, quand l'open science est devenu le standard, et quand on a signé des conventions mondiales de partage de tout ce qui était nécessaire pour une égalité quelque part des chances, de la même manière que la ceinture de sécurité, le patent a été partagé par tous les constructeurs automobiles. Je pense qu'on doit faire la même chose avec certains algorithmes. Je trouve que c'est là que le défi se trouve beaucoup plus dans quelle loi de société. Ça revient toujours aux lois et à ça, à quelles règles de société est-ce qu'on va mettre pour donner le plus d'accès, parce que ma peur sur l'intelligence artificielle, c'est pas l'outil. Ce qui me fait peur, c'est les humains derrière. Et est-ce qu'on va créer des monopoles d'accès à des algorithmes hyper performants qui vont polariser et cliver encore plus? Pour moi, en 2040, c'était génial quand le président de la République, la présidente de la République, a signé l'accord pour la libération des données. Ouais. La présidente de la biosphère, parce qu'il n'y avait plus qu'une nation, je te rappelle, à partir de 2032. Axel Kahn, votre meilleur souvenir de 2040? Virtuel pendant Oui, ce temps. j'ai un souvenir extraordinaire Ouais. d'un très très grand succès. Très grand succès. J'avais depuis longtemps, depuis les années 2018-2020, j'avais une inquiétude. La grande différence, alors le gong, tu m'emmerdes pas, hein. Non, mais je ne vais pas me laisser avoir par une machine. La grande différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle est artificielle, et ça a été très bien dit dans la table ronde précédente, l'intelligence humaine est indissociable du corps. Indissociable du corps. Les afférences du corps, les émois du corps, la rougeur du corps, la tumescence des organes sexuels du corps, le souvenir des plaisirs est extraordinairement important pour que fonctionne une intelligence humaine. Et la manière dont cette intelligence humaine va effectivement, à travers les passions, se répercuter au niveau du corps. Il n'y a pas d'intelligence humaine en dehors du corps. Mais c'est vrai de forme de créativité. Je vous rappelle que Picasso disait « l'art n'est pas chaste. S'il est chaste, ça n'est pas de l'art ». Eh bien, la machine, aussi intelligente soit-elle, elle est désespérément chaste. Désespérément. Une machine peut me faire jouir. Essayez de faire jouir une machine. Ça, je vais vous dire, et en 1930, enfin, on a vu que là, il y avait un créneau extraordinaire et que l'homme pouvait être aidé par les performances de cette machine. Et lui, il se concentre sur tout ce que la machine fait moins bien que lui. C'est-à-dire tout ce qui passe à travers l'échange du regard, les yeux qui brillent, les mains qui s'effleurent, le désir également, l'accompagnement, le partage, tout cela. Eh bien, à partir de 1930, le monde a été augmenté parce que l'homme sensible, l'homme aimant, a même pu profiter des performances de la machine dotée d'une intelligence totalement artificielle, mais tout de même très brillante. Bravo à vous. Vous le voyez, l'éducation est une science, c'est certainement une gymnastique de l'esprit, c'est surtout un immense voyage, un voyage vers soi-même et avec les autres. Plus qu'une formation, c'est même une transformation. De ces transformations qui vous font passer le concept d'ouvrier à celui d'œuvrier. Belle pensée de Patrick Vivray qui est là avec nous, toujours en pensée. Et surtout, l'éducation, c'est la plus belle des armes de construction massive, celle qui vous permet d'être libre dans un monde où tout est à réinventer. Merci à vous. Merci, cher Mathieu. Merci, Axel Kahn. Merci, Albert Moukébert.